Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. On parlera bien évidemment de gestion de crise Covid et je recevrai Pamela Aubertan qui est politologue et sera en compagnie de Séverine Lizimac, une psychologue, et nous aurons également Raymond Otto qui lui est sociologue. On aura la trilogie des logs, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 4 octobre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous ferons une halte au commissariat de Pointe-à-Pitre pour la présentation du tableau d'accueil confidentialité pour les personnes victimes d'infractions. Puis nous irons à votre rencontre savoir ce que vous pensez de la fin des tests PCR pour les voyageurs vaccinés. Et en fin d'édition, nous parlerons du lancement de la Semaine Bleue dédiée aux personnes âgées qui ont particulièrement souffert ces derniers mois de pandémie. Et avant de développer ces quelques titres, notez que Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont HS. Les adresses DNS des sites ont été retirées des tables de routage mondiales. Facebook n'a donc plus accès à son propre site. Une panne générale toujours en cours de résolution puisque les employés de la firme ont pris pas mal de temps pour accéder aux locaux afin d'évaluer l'étendue de la panne puisque leur badge d'accès ne fonctionnait pas, ils ne pouvaient pas travailler en intranet non plus puisque tout est en panne et visiblement les données personnelles de 1,5 milliard d'utilisateurs sont d'ores et déjà en vente sur des forums de hackers. Le cours de l'action de Facebook en tout cas a chuté de 6%. On note que Mark Zuckerberg a déjà perdu plus de 6 milliards de dollars et là on a une petite tentative de redémarrage, on a de nouveau accès à Facebook notamment et Instagram, mais on ne peut pas encore faire de post ou de véritable mise à jour, donc on constate bien que le bug n'est pas encore réparé. Et alors qu'Israël a annoncé avoir recours à une 4e dose de vaccin très prochainement, eh bien le régulateur européen lui valide une 3e dose du vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans. La campagne devrait être lancée dans les semaines prochaines ici en France. Et à compter d'aujourd'hui, notez que les voyageurs vaccinés ne sont plus soumis à motif impérieux et tests PCR. Alors que pensez-vous de cet allègement ? Les réponses dans ce micro-trottoir de Maxime Morel. Je pense que c'est bien, c'était une difficulté pour rien. Maintenant qu'une fois qu'on est vacciné, on sait que on nous dit qu'on se fait vacciner pour pouvoir voyager entre autres. Et du coup c'est une bonne chose qu'on n'ait plus besoin de faire le test, ça nous ferait gagner du temps quoi. Après c'est une mesure supplémentaire, donc tout dépendra de l'état d'esprit de la personne. Moi personnellement je l'ai fait, donc moi ça m'a pas dérangé. Alors moi personnellement je l'ai quand même fait, d'accord, parce qu'effectivement je voulais protéger mes parents qui ont un certain âge, donc c'était une mesure de sécurité, surtout que j'ai été en Italie. Après effectivement, comme on s'est déjà vacciné, techniquement on était censé ne pas être obligé de faire encore des tests, mais chacun est libre. J'en ai fait un au cas où. J'ai les deux, j'ai la vaccination, puis ce test PCR que j'ai fait samedi matin avant de partir. On peut toujours le faire si on veut être sûr de protéger sa famille, ou on peut ne pas le faire, c'est vraiment un choix propre. C'est déjà voyager tranquillement et pas apporter, si éventuellement j'avais quelque chose, de ne pas l'apporter ici en Guadeloupe. C'est une bonne chose de ne plus avoir de tests pour venir ici ou quand on est vacciné et puis qu'on n'ait plus de motif impérieux et qu'on n'ait plus tout un tas de galères là qu'on nous fout la pression, là il y en a marre maintenant. Moi je trouve que c'est une démarche pour les gens pour se faire vacciner. Surtout se faire vacciner, il n'y a aucune logique dans tout ça en tout cas pour ma part. Et ce week-end, les organisations syndicales et associations en marche contre l'obligation vaccinale étaient sur le gosier. Une mobilisation qui monte en pression avec plus d'1 millier de personnes rassemblées. Regardez. On sortit à nos réunions.
à confirmation, en vraie manifestation, en train de manifestation, on dit liberté, liberté, non au pass sanitaire, non à la vaccination obligatoire. Oui, moi d'accord avec les manifestants, d'accord. Moi aussi, on a dit non. On a dit non. Vous voulez que les gens qui ont 16 ans, qui n'ont pas de droit à rien. S'ils font c'est moi qui mettre la jole, ils doivent vacciner. Et si tu es malade dans les contacts, qui y est. Moi, ça me travaille aussi. On n'est pas d'accord. Nous ne pouvons jamais faire rien qui est contraire à l'esprit, contraire à l'intérêt, qui est capable de démentir les corps. Alors, tout cela qui vient en vieille point, là, il faut mais pas pleurer. Mais ça, moi, on dit, si moi, on dit, son monde dit qu'il n'est pas d'accord, ni qui pour Timounai, ou ne peut pas piquer par force. Et c'est ça, nous là, qui piquer par force. Continuité des animaux. Et en plus de ça, ou dire qu'on sent encore, non seulement qui piquer par force, même si on peut dériver, à pas piquer la faire, ça c'est corps qui pâté, jabon. C'est toujours nous qui parlons bon. Alors, si Français, si Européens, si Occidentaux qui estiment qu'il y a des problèmes, qu'il y a des amis, des familles, un industrie pharmaceutique, un capitaliste, si on décide, si on accepte que vous mariez l'esprit, que vous tébé, ça c'est le problème à l'Occident. D'être pour crime l'Occident a fait dans le monde, de toute façon, ça, il faut payer de toute façon crime à vous. Mais pas question encore une fois que nous payons des fois. Crime à l'esclavage, crime à la dépossession, crime au démounage, crime à la conscience, crime à la culture. Crime à ce territoire, à ce environnement, à ce pays, tous ces crimes-là, de toute façon, le pays nous pas payer encore. Nous tenons, moi de Nux qui a raconté bêtises, mais ça en général, c'est là où un monde, en les décages dernier qui a comporté comme ça, eh bien, il est débrouillé et nous payons pour PK appliquer bien la sang en Guadeloupe. Et que le gouvernement a dit comme ça, préfère la même cas que son loi pas modifiée, son loi qui a modifié une loi. Eh bien, ils savent qu'il y a même son décret d'application qui est obligé de changer. Changer parce que nous ne voulons pas y appliquer ça en Outre-mer, en particulier en Guadeloupe. Parce que le gouvernement là, ça, il faut comprendre. Parce que nous sommes des rebelles en Guadeloupe, nous ne voulons pas. Et nous payons. Nous avons appelé travailler, le peuple Guadeloupe aussi, d'être présent le 7 décembre. Et c'est que premier procès sanitaire à bordel là, c'est M. mettre en Guadeloupe là, à tout le monde là, il faut justifier le comportement. Ils ont fait référence effectivement au procès de Gaby Clavier qui se tiendra le 7 décembre prochain. Et l'accueil des personnes évolue au commissariat de Pointe-à-Pitre. Une nouvelle signalétique est en place pour faciliter la prise en charge des personnes victimes d'infractions ou qui subissent des violences conjugales. Une psychologue clinicienne sera d'ailleurs maintenant sur place pour aider à leur prise en charge. Le reportage de Charlie Dagonia. Vous savez, quand vous êtes victime de violences conjugales, dès que vous arrivez, vous pouvez avoir une crainte, c'est-à-dire avoir peur, être sous le coup de l'émotion, après avoir subi un choc émotionnel. Et donc vous pouvez avoir une forme de réticence pour venir déposer plainte. Par conséquent, dès votre arrivée au commissariat, vous avez ce dispositif, ce qu'on appelle le tableau d'accueil confidentialité, qui permet d'assurer la confidentialité et la prise en charge de la victime rapidement. Vous avez donc une pastille orange et une pastille bleue. Quand vous arrivez, vous prenez connaissance de ce tableau et une fois que vous arrivez à l'accueil, vous désignez à la personne qui vous accueille la couleur et ça permet de garder une certaine forme de confidentialité. Dans les violences conjugales, vous avez donc, ce qu'on appelle globalement les violences intrafamiliales et les violences qui se passent au sein des familles. Vous avez donc les violences conjugales, vous avez aussi les viols, les agressions sexuelles. Et quand vous êtes une victime, vous êtes déjà sous le choc. On peut comprendre que venir au commissariat, c'est une épreuve supplémentaire et tout le but de ce dispositif est de permettre de faciliter la prise en compte de la victime. Alors pas simplement, c'est toute une structure, hein. Je disais que la prise en compte des victimes et notamment de victimes conjugales est une priorité quand elle arrive. Donc elle se présente à l'accueil. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, vous avez une psychologue clinicienne compte tenu du choc émotionnel qu'on peut avoir, qui est à la disposition des victimes. Vous avez un groupe d'enquête avec des enquêteurs qui sont spécialement dédiés au traitement de ces infractions
de manière assez rapide, de façon à ce que ce soit pris en charge très très rapidement. Vous savez, on a eu quelques affaires en métropole qui ont défrayé la chronique, notamment sur la lenteur de la prise en compte des violences conjugales. Et donc tout ça nous a amené à avoir une vraie réflexion globale pour améliorer cette prise en charge des victimes. Donc ça servira concrètement à déjà mettre la victime en confiance, donc la diriger rapidement vers le service d'accueil, la prendre sa plainte avec de manière prioritaire et avec une certaine confidentialité. Donc, et puis après, nous, on a créé au sein de l'unité un trinôme qui s'occupe uniquement des violences faites aux femmes. Que les violences conjugales. Les autres collègues s'occupent des violences faites aux enfants, les autres infractions de nature sexuelle, mais ce trinôme s'occupe uniquement des violences conjugales. C'est pour accélérer la procédure. Et ça a été mis en place il y a 2 mois qu'on a renforcé le 3e élément. C'est une vraie priorité, c'est aussi une priorité à la fois gouvernementale, mais une priorité du procureur de la République, les violences conjugales. Il y a aussi le port de bracelet électronique qui s'est généralisé là depuis quelques mois sur l'île. Et donc le but, c'est aussi d'éloigner la victime, si j'ose dire, de son bourreau. Mais je voudrais porter un point d'attention en particulier sur les 500 faits de violences conjugales qu'on a observés l'année dernière. On ne le dit pas assez, 50 concernaient des hommes. Donc les hommes aussi sont victimes de violences conjugales, on ne le dira jamais assez. Et quand vous êtes homme, et quand vous êtes femme aussi, mais quand vous êtes un homme, vous pouvez avoir honte, c'est le mot, de venir déposer plainte. Et donc c'est pour ça qu'on garantit cette confidentialité. Et je crois qu'on le devait aux concitoyens. Et on part pour la résidence départementale au Gosier pour le lancement de la semaine bleue dédiée aux personnes âgées, un public particulièrement touché par la crise Covid et qui mérite toute notre attention. Le reportage de Maxime Morel. La semaine bleue, le contexte sanitaire actuel nous oblige à nous réinventer, à trouver ces nouvelles méthodes pour pouvoir continuer à échanger avec nos aînés sur les problématiques qui touchent à leur quotidien, donc en distanciel, dématérialisé. Et donc on profite aussi de l'occasion pour remercier les médias, pour pouvoir être le relais afin que nous puissions garder ce lien de proximité, car on le sait. Cette crise sanitaire aura aussi eu un lourd impact dans le quotidien de nos seniors, renforçant cette sensation d'isolement. À nous de leur démontrer que nous restons à leur écoute. Si on veut les garder en bonne santé le plus longtemps possible, ça veut dire qu'on a pris soin de leur montrer les bons gestes, les ateliers équilibre, le sommeil, l'alimentation, et qu'on a aussi beaucoup préservé le lien social, qui est difficile aujourd'hui dans cette période de crise sanitaire, et nous devons donc, c'est l'occasion aujourd'hui de lancer aussi une semaine senior connectée, donc aller vers des solutions digitales, mais accompagner nos aînés à embarquer le digital aussi dans leur vie. C'est un programme riche et chargé pour nos aînés. Et c'est vrai, comme je le disais, qu'il y a quelque temps, quand on faisait la semaine des personnes âgées, c'était un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de partage, parce que d'une manière générale, les clubs organisaient dans chaque commune, mais les clubs, à la fin, à la clôture ou au début, on se rencontrait. Donc je souhaite qu'effectivement que cette pandémie cesse pour que nos personnes âgées puissent se rencontrer. Je pense que c'est mieux. Indispensable de continuer à être à leur écoute, car nous devons en permanence nous adapter aux besoins, à leur quotidien, faire en sorte que les politiques publiques que nous allons mettre en place au sein du conseil départemental répondent bien à leurs doléances, que ce soit par rapport à leurs activités, par rapport aux échanges qu'ils doivent continuer à avoir avec la société. Le terme d'un terme politique pour pouvoir réduire l'isolement, l'adaptabilité du logement, la politique du sport santé. Donc voilà toutes ces questions qui doivent être mises en débat et pour lesquelles nous devons continuer à échanger afin d'être au rendez-vous. Et on part pour une nouvelle distribution de composteurs dans le sud Basse-Terre et plus précisément à Saint-Claude. Les images d'Olivier Moradel. On est dans une démarche depuis tantôt avec la ville de Saint-Claude sur le développement durable et justement on pense aussi que toute la gestion des déchets est un point important justement dans le volet environnement. Et nous avons eu ce volet en collaboration avec la communauté d'agglomération de manière justement à réduire les déchets et aussi valoriser ces déchets organiques qu'on perd comme tantôt nos anciens utilisaient. Je trouve que c'est une très bonne initiative, notamment je pourrais aussi sensibiliser les enfants à ce principe de ne pas jeter tout à la poubelle, que l'on peut aussi
composter certains déchets organiques. Et donc je suis particulièrement fière de cette initiative. Nous avions l'intention d'acheter un composteur et donc bien évidemment nous avons sauté sur l'occasion. Aujourd'hui c'est 109 kits qui a été mis à disposition par la communauté d'agglomération et ces personnes ont lancé justement une communication à travers nos réseaux sociaux pour justement l'inscription. Malheureusement ça a été très vite, au bout de 2h30 justement de publication, l'ensemble des 109 kits étaient déjà pourvus. Donc l'objectif maintenant c'est de lancer un atelier justement de fabrication de composteurs de manière justement à satisfaire le besoin d'une population qui est très désirante. Les explications ont été très claires, nous sommes très satisfaits des interventions et donc nous allons mettre en œuvre le plus rapidement possible en fait ce compostage. Je faisais un peu du compostage mais enfin, disons n'importe comment. Mais là avec les informations qu'on nous a données, comment utiliser le compost, comment le mettre en valeur. Donc c'est très bien. Et puis je pense que pour la nature aussi, bon, il est nécessaire effectivement que pour préserver cette nature pour nos enfants, pour plus tard qu'ils puissent trouver une nature un peu quand même plus agréable. Il est important de faire du compost mais pour l'avenir de nos enfants et pour manger sainement, puisque une fois que le compost sera réalisé, on pourra bien sûr le réutiliser pour pouvoir faire notre potager, jardiner pour les plantes médicinales, etc. Et on parle cyclisme avec la 6e manche de la 18e édition du prix du conseil départemental. Une étape abîme sur 156 km. Regardez. Nous avons ciblé une trentaine de coureurs parmi les meilleurs, bien évidemment, sur des critères sportifs, des critères qualitatifs. Et nous sommes venus de métropole avec une équipe de 5 personnes pour effectuer ces contrôles inopinés qui sont des contrôles sanguins et urinaires. Donc les contrôles ont lieu en ce moment, ça va durer un certain temps, mais tout se passe remarquablement bien. L'organisation est vraiment impeccable. Et ça, je félicite tous les gens d'ailleurs qui s'occupent du cyclisme en Guadeloupe. Les choses évoluent. J'avais monté une opération en 2016 de contrôle de dopage en Guadeloupe qui avait donné des résultats très alarmants avec 20%, 19,6% de positifs. Et notre but justement c'est d'éduquer les sportifs. Il y a plusieurs moyens de les éduquer. On leur apprend les règles, on leur apprend évidemment à respecter leur corps, à respecter leurs adversaires et nous mettons en place des contrôles. En 2016, nous avions trouvé de l'EPO, beaucoup d'EPO de l'hormone de croissance. C'était le premier cas qui avait été détecté en France. Des stimulants et nous avions également un diurétique. Et 20% sur un peloton, c'est vraiment très important. Il y a une liste et un nombre de laboratoires accrédités dans le monde qui sont surveillés et accrédités par l'AMA, l'Agence mondiale, et qui doivent respecter des standards et des critères qui sont très précis. Sur 5 étapes, malheureusement, on n'en avait gagné aucune. Tous les jours, on était à l'attaque. Pas bien récompensé, je pense, mais tous les jours, on s'est battu comme des lions pour faire le meilleur. Et ça, il manquait toujours un petit quelque chose. Vendredi, on s'est complètement loupé. Toute la journée à rouler, c'était vraiment compliqué. Hier, on a pris la bonne échappée, malheureusement j'explose et après derrière pareil c'était compliqué. Donc voilà, aujourd'hui il fallait finir en beauté et pas se louper. Donc je crois que c'est bien, on a vraiment une équipe soudée. Et peut-être qu'on est en individualité, on est moins fort que certaines équipes. Il faut savoir le reconnaître qu'on n'est peut-être pas à notre meilleur niveau en ce moment, mais collectivement on est très soudés. Et je pense que c'est ce qui fait la différence sur cette dernière étape. Avec un grand vainqueur, que nous allons applaudir très fort, Edwin Sanchez Anzola et top pour le 215 qui remporte brillamment cette 6e manche. Et vous l'aurez compris, les activités sportives reprennent petit à petit. Et en plus des cyclistes, les coureurs automobiles ont fait leur retour sur le bitume avec la course de côte de Café hier. Et on a une petite mention spéciale pour Guylaine Sagan, la seule pilote présente pour l'occasion. On espère qu'il y en aura d'autres. Le reportage.
été frappés par la pandémie, la 4e vague. Donc pour pouvoir mettre en route le sport automobile, donc on a dû se conformer à des exigences préfectorales très drastiques pour pouvoir s'assurer en tout cas qu'on ne serait pas dans une situation de poursuivre la pandémie sur une manifestation sportive. On est très froid. Et donc ça glisse de partout, donc on est pareil, l'état d'esprit c'est pareil, on essaie de revoir les automatismes et pour rester sur la route. C'est vrai, quand ils m'ont posé la question, j'étais partagée entre remuer la douleur et aller vers une passion, vers ce qui était sa passion en fait. Et quand on a discuté en famille avec son épouse, avec ses enfants, avec ses frères, avec son père, on a dit oui, qu'on accepte, d'autant plus que c'est Ludovic Cancel, Ludo, son ami, son grand frère, qui a eu l'idée et qui est venu nous le présenter. Donc c'est vrai, la course de Côte de Caféière, ça fait plus de 37 ans qu'elle se déroule. Naturellement, ce n'est pas cette période-là, c'est toujours au mois de février. Mais à cause des événements, elle a été reportée à cette date. Et donc, je dis qu'il faut que la vie reprenne. Et c'est important que la ZAG ait eu l'idée de reprendre par Caféière aujourd'hui et en dénommant cette première course mémoriale Patrice Marbeau. On va signaler quand même, c'est la participation d'une femme à une épreuve de sport automobile cette année-ci, donc Guylaine Sagan sur une 205 F2000 je crois, qui va courir aujourd'hui. Et après, on aura quelques batailles à l'intérieur même de la compétition, entre toutes les Mitsubishi qui sont présentées, entre le vainqueur de la course de Côte de Dolé et les Martiniquais qui sont venus, donc Kenny Guillon notamment, sur la même catégorie que lui et Lionel Saint-Luce. Et puis une petite bataille entre les 206 qui sont présentants local. Donc oui, il y aura dans la course, il y aura de la course. Ça va, ça va. Au début, il y avait un peu de stress et tout, mais là, ça va, ça reprend un petit peu le dessus. La première montée a été un petit peu plus compliquée puisque j'ai fait une rencontre avec un scooter. Donc il y a eu un petit peu le stress, ça a augmenté on va dire. Là la deuxième ça va, déjà plus zen comme on dit, ça va. Aujourd'hui on attend déjà d'être bien nous en tant que, moi en tant que pilote, pour voir vraiment si je peux encore accélérer. Et la voiture nous a fait des siennes pour Dolé, j'espère apparemment là elle a envie de rouler, donc on va essayer de voir si on peut faire une bonne symbiose. De la ZAG est précis, c'est la prochaine course, c'est le 7 novembre 2021, à la course de Côte des Mamelles. On fera cette fois-ci en régional, donc un parcours un peu plus réduit. Et la dernière course organisée par la ZAG pour l'année sera donc le 3 et 4 décembre 2021, où là on va faire un rallye, un nouveau rallye qu'on a conçu spécialement pour la situation Covid. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Je ne pense pas avoir reçu effectivement le point Covid du lundi, vu tous les soucis qu'on connaît sur les réseaux, puisque vous le savez, Facebook connaît en ce moment la plus grande panne de services numériques jamais observée. Les applications et toutes ces applications, donc Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, ne fonctionnent pas depuis plus d'une dizaine d'heures. Bon, là, les techniciens sont à pied d'œuvre et visiblement, il y a un petit retour à la normale prévu dans les prochaines heures, a priori, mais ça rame dur. Pour télécharger des vidéos, c'est quasiment impossible, mais ça revient petit à petit. WhatsApp ne donne même pas signe de vie. Donc bon, et là on assiste effectivement à une migration, à de grosses migrations vers les réseaux sociaux qui fonctionnent toujours, en l'occurrence Telegram, Snapchat et Twitter, qui sont littéralement pris d'assaut par les internautes qui ne peuvent plus communiquer depuis ce matin. Ça fait bizarre, mais il faut effectivement s'y faire. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés donc au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. La télévision fonctionne toujours et la radio aussi. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Nous allons parler bien évidemment de la gestion de crise Covid avec Raymond Otto, sociologue, Pamela Aubertan, politologue et Séverine Lizimac, psychologue. Vous pourrez nous contacter au 96 10 10 si vous le souhaitez. Il n'y aura pas de bonsoir ce soir puisque il n'y a pas de réseau.
panne générale, c'est un truc de fou, mais ça montre effectivement à quel point on est attaché, à quel point on est ancré à ces nouvelles technologies, puisque effectivement le monde entier se rend compte que ça tourne au ralenti quand les réseaux sont off. On se retrouve après la pub.